Salut mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. C'est-à-dire que le cours de SVT dans mes vidéos est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire tous les élèves, à condition que ces élèves-là se concentrent bien sur mes vidéos et l'écouter jusqu'au bout. Toujours dans le deuxième module, c'est-à-dire de la SVT, l'information génétique, le chapitre 3, qui est divisé en 3 parties. Il nous reste aujourd'hui la dernière partie. C'est le déhybridisme. Donc, le chapitre 3, dans le chapitre 3, on a étudié les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. On a fait le monohybridisme et maintenant, aujourd'hui, avec le déhybridisme, c'est-à-dire la transmission de deux caractères héréditaires. Donc, avant de démarrer, je vous demande de s'abonner dans ma chaîne et de cliquer le like et d'activer la cloche. Pourquoi tout ceci? Parce que le moment où vous naviguez dans YouTube, vous accédez facilement à mes vidéos que j'ai publiées, ça fait longtemps. Donc, à la barakatillah, on commence. Les lois statistiques de la transmission de deux caractères héréditaires, c'est-à-dire de deux couples d'allèles. Si j'ai dit deux couples, ça veut dire deux gènes, parce que chaque gène est représenté par deux allèles. Le premier croisement, chez les petits pois, c'est-à-dire Gilbena, on va choisir les graines, la couleur et l'aspect des graines. Donc, deux caractères héréditaires. Donc, vous voyez ici, graines lisses jaunes, on le croise avec graines ridées vertes. Il nous donne évidemment la génération F1, qui sont tous graines lisses jaunes. Donc, les questions qui se posent toujours, les classiques, quelles informations peut-on extraire de ce croisement? C'est-à-dire, vous allez faire une analyse et après l'analyse, une déduction. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc, la première chose qu'il faut faire attention, est-ce que ces deux gènes-là sont indépendants ou bien ils sont liés? C'est-à-dire, est-ce que les deux gènes sont indépendants? C'est-à-dire, est-ce que les deux gènes se sont situés sur des couples des chromosomes homologues différents? Par exemple, ici, le gène qui gouverne la couleur des graines, il est situé sur ce couple de chromosomes homologues. L'autre, qui gouverne l'aspect des graines, il est situé dans un autre couple de chromosomes homologues. C'est ça indépendant. Ou bien, est-ce qu'ils sont liés? C'est-à-dire, les deux gènes, à la fois, sont situés sur le même couple de chromosomes homologues, comme vous voyez ici. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire attention. La deuxième chose, le croisement étudie la transmission de deux caractères. Donc, c'est le déhybridisme. Les individus de la F1 sont tous homogènes et hybrides. Cela vont nous amener à déduire que la première loi de Mendel est réalisée. Donc, les parents sont de race pure. L'autre chose, les individus de la F1, comme vous voyez ici, graines lisses jaunes, sont dominants. Donc, les deux allèles lisses jaunes dominent. On écrit les lettres en majuscule entre deux crochets, lisses jaunes. Ils dominent qui? Les deux autres allèles récessifs qui sont ridés verts. Les résultats
obtenus dans la F1 confirment que les deux gènes sont portés par des autosomes, c'est-à-dire ils ne sont pas portés par des chromosomes sexuels. Le premier croisement est insuffisant pour confirmer que les deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire que les deux gènes sont situés sur des couples de chromosomes homologues différents. Donc, ou bien il ne confirme, ou bien aussi il ne confirme bien pas que ces gènes sont liés. On ne sait pas. C'est-à-dire que les deux gènes sont situés sur le même couple de chromosomes homologues. Donc pour cela, et toujours à l'examen, il vous donne un deuxième croisement. Donc il faut faire un deuxième croisement. Ce deuxième croisement, on va prendre la génération F1, c'est-à-dire les individus de F1, et on les croise entre eux, c'est-à-dire F1 fois F1. C'est-à-dire graine lisse jaune fois graine lisse jaune. Il donne des résultats suivants. F2, voilà, ce sont des chiffres. 180, 20, 60, 180. Toujours, lorsque vous obtenez des chiffres, il faut les transformer d'abord en pourcentage. Donc, transformer les chiffres en pourcentage. Comment on va faire? Vous faites les mathématiques. D'abord, on va additionner tous ces chiffres-là. On va écrire le total à côté. Après, je prends 180, je multiplie par 100 et je divise par le total. Et elle va nous donner le pourcentage, comme on vous le voit ici. Donc 56,25, etc. Ce sont des pourcentages. Si on transforme ces pourcentages en ce qu'on appelle 9 sur 16, 1 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16. C'est-à-dire à peu près, si vous divisez 9 sur 16, ça va vous donner à peu près 56,25. Et ainsi de suite. 1 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16. Donc, vous voyez ici, ce sont des pourcentages. Pourquoi ces pourcentages-là? Donc, graine lisse jaune, graine ridie verte, graine lisse verte, graine ridie jaune. Comme vous voyez ici, il y a ici des phénotypes parentaux, c'est-à-dire qui se ressemblent aux parents. Et il y a des phénotypes recombinés, c'est-à-dire de nouveaux phénotypes. Donc, comment on va expliquer l'apparition de 4 phénotypes à pourcentage différent? C'est ça la question qui se pose. C'est-à-dire des phénotypes parentaux à peu près 62,50%, c'est-à-dire 10 sixièmes, graines lisses jaunes, graines ridées vertes. Voilà, ce sont des phénotypes qui ressemblent aux parents. Il y a des phénotypes recombinés, c'est-à-dire nouveaux, qui n'existaient pas chez les parents, mais elles apparaissent dans la F2. Ce sont les graines lisses vertes, graines ridées jaunes, avec un pourcentage un petit peu faible, 37,50%. C'est ça la question qui se pose et qu'il faut chercher une réponse. On va faire une déduction. La déduction qu'on va déduire, lorsqu'on obtient des résultats à la F2, c'est-à-dire F1 fois F1, comme on a vu, c'est-à-dire 62,50% et 37,50% type recombinés, les deux gènes sont indépendants. Donc, les deux gènes sont situés sur des couples des chromosomes homologues. Donnez une interprétation chromosomique des deux croisements. La réponse reste facile maintenant. Pourquoi? Parce que on sait que les deux gènes sont indépendants. Et on va faire l'interprétation chromosomique. Ce sont les questions qui se posent et qui sont classiques
et qui se posent toujours à l'examen national ou bien dans les contrôles continus. Comment on va faire? Le premier croisement, c'est-à-dire les parents, graines lisses jaunes, on le croise avec graines ridées vertes. Ça, c'est la génération parentale. Il va nous donner d'abord F1, mais avant de donner F1, il faut les gamètes et la fécondation. Donc les phénotypes, voilà le génotype. Le génotype, c'est-à-dire les deux gènes sont situés sur des couples de chromosomes homologues différents. Voilà le premier couple de chromosomes homologues. Voilà le deuxième couple de chromosomes homologues. Lisse jaune, ridiver. Pour les gamètes, ça va nous donner un seul type de gamète. C'est-à-dire, à l'anaphase 2, 2N va se diviser et pour donner un chromosome, comme cela. Voilà le premier gamète, voilà le deuxième gamète. Donc, la fécondation, puisqu'on a deux gamètes seulement, ce n'est plus la peine de faire l'échiquier. Donc, directement, on va donner le résultat de la fécondation, c'est-à-dire un œuf, un zygote, F1, c'est-à-dire phénotype jaune lisse, 100% graines, lisse, jaune. Donc, les résultats, comme vous voyez ici, expérimentaux, ressemblent ou bien sont conformes aux résultats théoriques. Donc, l'interprétation est vraie, c'est-à-dire les deux gènes sont indépendants. Donc, comment interpréter l'apparition des phénotypes recombinés? C'est-à-dire, c'est 37,50%. C'est-à-dire 6 sixièmes. Comment on peut interpréter cette apparition de ces deux phénotypes alors qu'ils n'existent pas chez les parents? La réponse est facile. Avec la troisième loi de Mendel. Donc jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, on va étudier les trois lois. La première loi, on le sait, c'est tous les individus de la F1 sont homogènes et hybrides. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi de la pureté des gamètes. Et la troisième loi, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles, où se produit ce qu'on appelle brassage interchromosomique. N'inquiétez-vous pas, je vous explique. Chez le mâle, par exemple, ce qui se déroule chez le mâle, c'est la même chose que se déroule chez la femelle. Pour ne pas compliquer les choses, on va prendre un mâle, c'est-à-dire des graines lisses jaunes de la F1. Premier cas. Pendant l'anaphase 1, comme je vous ai dit, il y a ségrégation des chromosomes sans fissuration au niveau de leur centromère. C'est-à-dire, ils ne se clivent pas ici. Donc, ça, c'est le premier cas. Puisque les gènes, ou bien les couples d'allèles, voilà les couples d'allèles, voilà un couple d'allèles, voilà un couple d'allèles, voilà un couple d'allèles, voilà l'autre couple d'allèles. Puisque ces couples d'allèles sont indépendantes, donc, le moment de l'anaphase 1, il y a ségrégation anarchique. Ça, c'est le premier cas. Ça peut être donné un deuxième cas, comme cela. Ça va, ces chromosomes sont restés fixes et on va changer ça. Par exemple, le bleu qui est en bas, il est maintenant en haut. Le rouge qui est en haut, il est maintenant en bas. Donc, voilà les deux cas. Et à l'anaphase 2, comme vous voyez, chaque chromosome subit une fissuration au niveau de son centromère et dans deux chromosomes fils. Chaque chromosome fils va migrer vers un pôle et le total,
ça va nous donner combien de ces gamètes vont donner 2. Ça va donner 2. Le total, c'est 4 gamètes. Puisqu'il y a deux gamètes qui se ressemblent, on va figurer seulement 2. Lys jaune, ridi vert. Gamètes parentaux. Ici, la phase 2, les chromosomes se fissurent et elles vont donner des gamètes à un chromosome. Comme vous voyez ici, lys vert, ridi jaune. Comme vous voyez ici, ce sont des gamètes recombinés, c'est-à-dire des gamètes nouveaux, gamètes qui n'existaient pas chez les parents. Donc, ces gamètes recombinés est la cause que de l'apparition des phénotypes aussi nouveaux, ou bien des phénotypes recombinés. Ceci s'appelle ce qu'on appelle un brassage interchromosomique. C'est la loi qui, c'est la troisième loi de Mendel. Le deuxième croisement, phénotype et génotype. Le mâle, c'est-à-dire F1 fois F1, vous voyez ici, sont tous hybrides. Le mâle va donner par brassage interchromosomique 4 types de gamètes. Vous voyez ici, des types recombinés et des types parentaux. Et la femelle aussi, par brassage interchromosomique, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel, elles vont donner, elles aussi, 4 gamètes, lys jaune, ridi vert, lys vert, ridi jaune. Donc, ici, on a plus de 2 gamètes. Pour la fécondation, il faut faire un échiquier. Voir l'échiquier comme ça. Donc, vous voyez ici, j'écris le génotype comme ça. Mais ça, c'est pour faciliter les choses. Parce que c'est difficile de faire les génotypes comme ceci. Donc, la vraie dire, ou bien la logique, c'est d'écrire ou de bien présenter le génotype comme ça, et non pas de cette manière-là. Donc, à l'examen, méfiez-vous, il faut faire le génotype ou bien présenter le génotype comme ça, avec 2 chromosomes et les 2 allèles. Donc, vous voyez ici 9 sixièmes, lys jaune lisse, ou bien lys jaune. 1 sixième, ridi vert. 3 sixièmes, jaune ridé. Et 3 sixièmes, comme vous voyez ici, lys vert. Lys vert. Donc, il y a égalité. Donc, il y a égalité des résultats théoriques et expérimentaux. Donc, les 2 gènes sont indépendants. Troisième croisement. Un individu de la F1 avec un individu double récessif. C'est-à-dire, on va prendre un individu de F1 qui est hybride, c'est-à-dire hétérozygote, et je le croise avec un individu double récessif. Donc, ici, je vous explique. Chaque individu, ça c'est une loi qu'il faut retenir. Chaque individu qui porte des caractères récessifs, il est absolument à génotype homozygote récessif. C'est-à-dire que cet individu-là, il est homozygote et il porte les allèles semblables. Donc la question qui se pose, prévoyez les résultats et comment s'appelle ce type de croisement. L'interprétation chromosomique, ça on le sait, le génotype. Mais ça c'est hybride. Ça va être comme ça, lys jaune, ridi vert. Ça, c'est le génotype. On a la loi. On a dit, chaque individu, voilà, qui porte des caractères récessifs, le génotype égale au phénotype. Le génotype égale au phénotype. C'est ridé. Donc, ridi vert,
ridivers. Donc les deux allèles sont semblables. Donc homozygote pour ces deux caractères récessifs. Donc voilà les zygotes. Maintenant, ces individus veulent donner des individus. Donc il faut des gamètes. Ça va donner combien de gamètes par brassage interchromosomique? Ils vont donner 4 types de gamètes. Lys jaune, ridivers, type parentaux, et lys vert, ridijaune, type recombiné. Vous voyez ici. Donc avec un pourcentage 25, 25, 25% chacun. Pour l'autre zygote qui est récessif, l'individu à double récessif, il va donner un seul type de gamète 100%. Le voilà. Donc, on a plus de deux gamètes. Il faut, pour la fécondation, il faut faire un échiquier. Donc, voir l'échiquier. Donc, l'échiquier, c'est comme ça. Vous voyez, toujours, pour faciliter les choses, j'écris le génotype comme ça, mais en réalité, il faut l'écrire comme ça. De cette manière-là. Donc, lys jaune, ridivert, jaune, vert, jaune, vert et lys ridé. Ici, 50% type parentaux, 50% type recombiné. On a obtenu 4 phénotypes équiprobables de 25%, moitié recombiné 50% et moitié parental 50%. Donc les deux gènes sont indépendants. Ce type de croisement s'appelle back-cross ou bien test-cross et permet de connaître est-ce que les deux gènes sont indépendants ou bien est-ce qu'ils sont liés. Ici, je pense qu'il y a une faute, c'est-à-dire ici, c'est jaune, ridé. Et ici, lys vert. Donc, il faut rectifier ça. Donc, voilà ici. Ici, jaune, ridé. Et lys vert. Donc, il faut changer R avec V ici. Il faut changer ici V avec R ici. Vous y êtes? On dit que les deux gènes sont indépendants dans les cas suivants. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire que les deux gènes sont indépendants? À retenir. Si les proportions de la F2, c'est-à-dire F1 fois F1, donnent une génération F2 avec ces proportions-là, 9 sixièmes, 1 sixième, 3 sixièmes, 3 sixièmes. C'est-à-dire 1 sixième et 9 sixièmes, c'est-à-dire 10 sixièmes type parentaux et 3 6 sixièmes type recombiné. Dans ce cas-là, on va dire et on va confirmer que les deux gènes sont indépendants. Ou bien, si par exemple, le back-cross ou le test-cross donne 4 phénotypes équiprobables de 25% chacun, dont 50% de type parentaux, 50% de type recombiné. Donc, les deux gènes sont indépendants. On va faire des croisements chez les drosophiles. Croisement chez la drosophile, on va prendre deux caractères, la longueur des ailes et la couleur des yeux. Premier croisement. Génération parentale. Ailes longues, yeux rouges. On le croise avec des drosophiles à ailes vestigiales, c'est-à-dire psar, et yeux pourpres. يعني عيون أرجوانية.
la F1 va nous donner le résultat suivant. Tous les drosophiles sont à L longue, yeux rouges, 100%. Quelles informations peut-on extraire de ce croisement? Toujours la même question qui se pose, qui sont des questions classiques. Donc, il faut faire des analyses et une déduction. Le premier croisement étudie la transmission de deux caractères, la longueur et la couleur. Donc, on parle de dihybridisme. Les individus de la F1 sont tous homogènes et hybrides. La première loi de Mendel est réalisée. Donc, les paroles sont de race pure. Donc, si la première loi de Mendel n'a pas été réalisée, donc les paroles ne sont pas de race pure. L'allèle rouge domine, on l'écrit en majuscule, domine qui? L'allèle pourpre. Et l'allèle longue domine, on écrit grand L, domine l'allèle vestigial, petit v. Le premier croisement reste insuffisant pour confirmer si les deux gènes sont indépendants ou liés. C'est la même chose. Donc il faut faire, donc bien il nous faut un deuxième croisement. Toujours à l'examen, il vous donne deux croisements, ou bien il vous donne le back-cross directement. Croisement back-cross. C'est-à-dire on prend un mâle de F1, L longue, yeux rouges. Donc le back-cross, toujours on va prendre le F1, le F1 ici mâle, un individu de F1 qui est hybride, et on le croise avec femelle double récessif, c'est-à-dire qu'il porte les deux caractères récessifs. Il va donner F2, 50% L longue, yeux rouges, 50% L vestigial, yeux pourpres. Donc vous voyez ici que les phénotypes qu'on a obtenus dans la F2 ressemblent à la génération F1. Donc ces deux phénotypes-là sont tous parentaux. Donc phénotypes parentaux. Donc la F1 fois double récessif donne uniquement des phénotypes parentaux comme vous voyez ici. Déduction. Les deux gènes sont liés avec liaison absolue. C'est ça la déduction. Pourquoi on dit absolue? Parce qu'on va voir ça dans l'interprétation chromosomique, c'est-à-dire que les deux gènes restent collés sur les chromosomes. Donc, comme vous voyez ici, les deux gènes sont situés sur le même couple de chromosomes homologues, soit la longueur, soit la couleur. Donner une interprétation chromosomique de premier croisement et de back-cross, c'est-à-dire de premier croisement, et de back-cross. Pour le premier croisement, on a pris des drosophiles L longue, yeux rouges. Donc L longue, yeux rouges. Et avec un individu, femelle, ça c'est un mâle, c'est une femelle, VP, c'est-à-dire vestigial pourpre. Les gamètes, la fécondation, sont de race pure, ça sont de race pure, ça donne un seul type de gamète, la fécondation. Voilà, 100% LV, RP. L'interprétation chromosomique pour le back-cross. Donc, il faut rectifier ça. Back-cross. Ça, c'est faux. F1 fois P, c'est-à-dire toujours un individu de la F1 qui est un mâle, on le croise avec une femelle double récessif. On sait ça, le génotype de ça, c'est hybride. Lisse, par exemple, L longue, yeux rouges, L vestigial, yeux pourpres. On le croise avec un individu double récessif, c'est-à-dire qu'il porte les deux caractères récessifs. Ils sont homozygotes. Ça va nous donner seulement
deux types de gamètes, puisque les deux allèles sont liés à liaison absolue. Les gamètes, les voilà, ça donne le premier gamète, le deuxième gamète, 50%, 50%. Ça, un seul type de gamète, 100%. La fécondation, puisqu'on a plus de deux gamètes, il faut faire un tableau, voir l'échiquier. C'est comme ça. Vous les voyez. Ici, 50% long L longue, yeux rouges, 50% L vestigiale, yeux pourpres. Donc, tous les individus sont à phénotype parentaux. Donc, les résultats théoriques ressemblent aux résultats expérimentaux. Donc, l'interprétation est vraie, c'est-à-dire les deux gènes sont liés à liaison évidemment absolue. On va faire un deuxième bar-cross, ou bien test-cross. Cette fois-ci, au lieu de prendre le mâle de la F1, de F1 un mâle, on va prendre de F1 une femelle. Et longue F1, de F1 yeux rouges. Et on le croise avec un mâle double récessif, c'est-à-dire à caractère récessif. Ça, c'est homozygote. Ça, il est hybride. La génération F1 va nous donner F2. Ce sont des résultats expérimentaux, comme vous voyez ici. Donc, 4 chiffres. Toujours, lorsque vous obtenez des chiffres, il faut les transformer en pourcentage. Même si on ne vous demande pas, transformer les chiffres en pourcentage. Elle va donner 44,17%, 43, 6,5. Vous voyez ici les types recombinés à faible pourcentage, c'est-à-dire inférieur à 37,50% qu'on a vu dans les deux gènes indépendants. Par contre, les phénotypes parentaux ont des pourcentages élevés. Analyser les résultats obtenus pour en donner une interprétation logique. C'est-à-dire, il faut faire des analyses et des déductions, toujours. Le deuxième bar-cross donne 4 phénotypes, dont 2 phénotypes sont recombinés à faible proportion, comme je vous ai dit, 12,83%, et non pas 37,50%, malgré que les deux gènes sont liés. Comment peut-on expliquer l'apparition des phénotypes recombinés? Le brassage intrachromosomique au crossing over. Ça, c'est la réponse à cette question-là. Comment peut-on expliquer l'apparition des phénotypes recombinés? Je vous rappelle comment on a expliqué l'apparition des phénotypes recombinés quand les deux gènes sont indépendants, avec le brassage interchromosomique, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel. Maintenant aussi, ou bien ici, non, par brassage intrachromosomique au crossing over, reste la cause principale de la formation des phénotypes recombinés. Ce phénomène se fait uniquement chez les femelles, et ceci confirme bien que les deux gènes sont liés avec liaison relative. Donc, le crossing over, définition, est le changement, regardez bien, est le changement des portions chromosomiques entre les chromatides de deux couples de chromosomes homologues pendant l'appareillement des chromosomes homologues, c'est-à-dire des tétrades, à la prophase. Donc, j'explique ça. Je vous explique ça maintenant. Les étapes de crossing over. Donc, toujours, j'insiste, si vous ne comprenez pas la méiose, ou bien les étapes de la méiose, vous ne pouvez pas comprendre les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Alors, méfiez-vous. Il faut d'abord comprendre les étapes de la méiose.
Alors, à la province 1, comme vous le savez, les couples de chromosomes homologues s'apparient, c'est-à-dire l'un s'approche à côté de l'autre. بالعربية كيتعانقوا. هما كما غنشوفوهم comme on le voit كيتعانقوا. L'un, le couple de chromosomes homologues, ça va s'approcher à l'autre couple de chromosomes homologues. Dans la mitose, non. Les couples de chromosomes homologues se répartissent dans le noyau d'une manière anarchique. Mais ici, dans la myose, ils s'apparient, il y a appareillement, comme vous le voyez ici. Donc, lisse, longueur, drosophile, L longues yeux rouges, L longues yeux rouges, vous voyez ici, et avec l'autre qui est sensitive parental, VP, VP vestigial, pourpre. Vont donner, ça, vont donner à la génération F1. Ça, c'est la génération F1. Appareillement des chromosomes homologues. Donc, ils vont changer quoi? Ils vont changer les portions des chromosomes, des chromatides des couples des chromosomes homologues. Donc, changement des portions des chromosomes. Donc, changement des portions des chromatides. Ce P-là va transférer ici et le R va transférer dans l'autre chromosome, chez l'autre chromosome. Donc, ça, c'est la génération F1, comme vous le voyez ici. Donc, hybride. Et il y a ce qu'on appelle le crossing over. Donc, comme vous voyez ici, il y a changement des portions des chromosomes entre les chromatides des couples des chromosomes homologues. Et donc à l'anaphase 1, on va obtenir 2 chromosomes et chacun porte un allèle de l'autre. Vous voyez ici, LR, ici V, LP, ici V, R, et ici VP. Donc, à l'anaphase 1, et puis à l'anaphase 2, chaque chromosome va subir une fissuration et donne 2 chromosomes fils. L'autre aussi va donner 2 chromosomes fils. Donc, dans le total, il y a 4 cellules, c'est-à-dire 4 gamètes qu'on va obtenir ici. 4 gamètes vestigiales rouges, vestigiales pourpres, L longues yeux rouges, L longues yeux pourpres, 4 gamètes parentaux, 2 gamètes parentaux et les 2 autres gamètes recombinés. Donc, ces 2 gamètes recombinés qui sont la source ou la cause principale de l'apparition des phénotypes recombinés, c'est-à-dire à proportion de 12,83%. Donc, on va faire l'interprétation chromosomique de deuxième Bacros. Un individu de F1 fois P va donner une femelle. Ça se déroule chez la femelle. Le crossing over se déroule uniquement chez la femelle et non pas chez le mâle. Avec un mâle double récessif, gamètes résultant après le crossing over, c'est-à-dire après brassage intrachromosomique ou bien crossing over. Donc, on va donner 4 types de gamètes. Longueur des ailes, L longues yeux rouges, L vestigiales yeux pourpres, ça sont des gamètes parentaux. Et par crossing over, on va obtenir les 2 autres gamètes recombinés, c'est-à-dire L longues yeux pourpres, L vestigiales yeux rouges. Vous voyez ici. Donc, 4 types de gamètes. Ici, un seul type de gamète. Puisque
chez le mâle, il ne se forme pas le croissant ovaire. Donc, en total, il y a 5 gamètes. Donc, il faut, pour la fécondation, faire un échiquier de croisement. C'est comme cela. Donc, vous voyez ici. Donc, 87,7% phénotypes parentaux, 2,83 phénotypes recombinés. Le bilan pédagogique, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire que les deux gènes sont liés? Les deux gènes sont liés dans les cas suivants. Si le bac cross ou bien test cross donne uniquement des phénotypes parentaux, cela signifie que les deux gènes sont liés avec liaison absolue sans crossing ovaire. Si le bac cross ou bien le test cross donne des phénotypes recombinés à faible proportion, c'est-à-dire à faible proportion, c'est-à-dire inférieure à 50%, cela signifie que les deux gènes sont absolument liés. C'est la F1 fois la F1 donne uniquement des phénotypes parentaux. Cela signifie que les deux gènes sont absolument liés. Si F1 fois F1 donne des phénotypes à proportion inférieure à 37,5%, c'est-à-dire soit 26 ou 18, etc., cela signifie que les gènes sont relativement liés, c'est-à-dire avec formation de croissant ovaire. Donc, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Et à base de ces statistiques, que vous pouvez savoir si les deux gènes sont liés ou bien indépendants. Donc, il faut retenir ces chiffres-là. Il faut retenir ces statistiques. Donc, pour les personnes ou bien les élèves qui n'arrivent pas à assimiler le cours dans ce vidéo, moi, je laisse à la fin de cet écran-là, je laisse quelques conseils. C'est une proposition de moi. Si vous voulez, il faut me contacter. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.